énorme plantade, mais énorme, genre horrible, nul. Et t'as Blanche Gardin au fond de la salle, t'as la metteuse en scène de Blanche Gardin, t'as Boujna qui était là. Que faisait-il là, je ne sais pas, mais t'avais Boujna dans la salle, Michel Boujna. C'est l'anecdote qui m'a le plus apprise dans le stand-up. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change et puis que j'arrête de me la péter, de penser que ça allait marcher, quoi. Non, il faut travailler. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait travailler, en fait. Ça, c'est du teaser. Ça, c'est du teaser. Devant Blanche Gardin et Michel Boujna, tu plantes ton sketch et ça, c'est la meilleure leçon de ta vie. Forcément que t'as envie de rester et de savoir. Mon invité cette semaine, c'est Florent Lausson pour l'épisode 22 de Essaye encore. Florent Lausson, il est donc humoriste, il est aussi chroniqueur radio, il est aussi auteur pour la RTBF en Belgique, il est comédien aussi, on pourrait dire aussi qu'il est accompagnant, je ne sais pas lequel on doit employer, en tout cas il aide aussi les entreprises à devenir durables, ça c'est son vrai métier, le premier. On va expliquer tout ça avec lui dans un instant. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aime se nourrir finalement de l'échec pour apprendre, et on apprendra nous que l'échec au sens littéral du terme finalement n'existe pas et que on est tous sur un grand escalier et marche après marche on va vers le haut de l'escalier. Voilà, cette métaphore n'allait pas forcément quelque part elle, mais c'est l'idée en tous les cas. Merci beaucoup de suivre Essaye encore. L'épisode commence dans un instant. L'épisode précédent, l'épisode 21, recevait Éric Jean-Jean. Pour le coup en parlant de radio lui aussi, Éric Jean-Jean, si vous l'avez pas entendu, il nous raconte comment il a interviewé Madonna la première fois, qu'il était évidemment impressionné et que c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il a fait une interview un peu de merde, en résumé, hein, c'est pas totalement ça mais vous verrez. Si vous l'avez pas encore écouté, l'épisode est dispo évidemment sur toutes les plateformes. D'ailleurs dernièrement on est sur Deezer, ça y est, c'est nouveau, on est arrivé sur Deezer, donc vous pouvez aussi suivre et vous abonner à Essaye encore sur Deezer. On est sur Spotify, on est sur Apple, on est sur Anchor, on est sur Google Podcast, on est sur toutes les plateformes et aussi YouTube pour ceux qui sont pas habitués aux plateformes de podcast. Bref, mettez des étoiles, des pouces, likez, abonnez-vous et envoyez-moi des petits messages et faites tourner le podcast. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous demander. Si vous avez trop de sous, alors je suis preneur. Il y a un Patreon qui existe aussi sur le podcast. Le podcast est gratuit, il restera toujours gratuit, mais si vous avez envie de soutenir le projet, vous pouvez. Abonnez-vous donc via Patreon. Tout cela est sur le web. L'épisode commence. L'épisode donc maintenant où on reçoit Florent Lausson. Il est aussi membre du What the Fun en Belgique. On va donc passer plusieurs frontières avec lui et ça commence maintenant. Salut Florent. Salut, comment tu vas? Mais ça va. Florent Lausson qui est avec nous. Florent, alors j'ai une seule question décrite. Les autres, il n'y a rien de préparé. La discussion va partir où elle part. Et en fait, la question est la même pour tous. C'est qui es-tu? Voilà, comment toi tu te présenterais finalement à nous? Quel mot tu utiliserais? Ah, tu me prends complètement dépourvu. Ah, t'as vu ça, hein? Non mais, qui suis-je? Je suis un jeune humoriste de 30 ans, donc jeune, ça veut plus rien dire, dis donc. Je commence à être un peu moins jeune que je viens de m'en rendre compte. Oh zut, c'est hyper triste. Non, mais voilà, je suis un humoriste, jeune trentenaire, et de bruxellois, mais français d'origine finalement. Mais j'ai grandi ici à Bruxelles. Mes parents, ils sont arrivés, j'avais 1 an, tu vois. Donc j'avais mon petit baluchon. Ouais, donc ça va, t'étais pas trop compromis. Non, je suis pas trop francisé, même si c'est pas une partie de moi que je vais renier. Non, pas du tout. Je suis content d'être champion du monde, en vrai. Mais c'est vrai que je suis belge. Hein. Dans mon cœur, je suis belge. Oui. Voilà. Mais et voilà, ça c'est une chose. Je suis scénariste un peu pour la RTBF pour quelques petites bêtises. J'ai travaillé aussi pas mal à la radio sur Pure et puis sur Typique. Et puis ça, c'est plutôt pour le côté artistique, mais sinon, dans la vie tous les jours, écoute, je suis formateur pour une ASBL en entrepreneuriat durable, donc vraiment sur l'écologie. D'accord. Donc, c'est-à-dire l'entreprise de demain, finalement. Ça devrait peut-être être celle déjà d'aujourd'hui, mais celle de demain, du coup. Voilà. Exactement. Exactement. T'as tout compris, ça. Et demain ne vient jamais réellement le lendemain, et c'est ça qui est très triste. Hein, le monde de demain, finalement. Il est un petit peu là. Ne devrait-il pas commencer dès aujourd'hui? Mais je crois qu'on va s'arrêter là, en fait, déjà. C'est pas mal. La phrase du début sera la phrase de fin. Très bien. Non, mais alors, du coup, par contre, c'est quoi une entreprise durable? Comment ça se traduit dans le concret? C'est genre, on met plus de feuilles dans l'imprimante? C'est vraiment des actions comme ça? Non, pas vraiment, mais une entreprise durable, c'est vrai. Durabilité, déjà, il y a le three bottom line, on appelle ça, c'est les 3 piliers. Donc, t'as l'environnemental, t'as le social, et puis t'as l'économique. Donc, t'as pas seulement l'environnemental. Souvent, les gens, ils pensent seulement au prisme environnemental, c'est pas seulement ça. Et puis, la durabilité, c'est quoi? C'est, créer un monde qui puisse, finalement, régénérer plus de ressources qu'il n'en utilise, de sorte que les générations futures
bah, se ne trouve pas finalement totalement biaisé par nos consommations propres et nos modes de fonctionnement propres. C'est pour ça qu'on appelle ça une société durable. Et une entreprise durable, comment on fait? Ben, je sais pas, on fait un bilan carbone, on fait un petit diagnostic de sa consommation énergétique et puis on essaye de trouver des solutions. Mais ça peut être des trucs très simples, effectivement. Hein. Ça commence par la gestion des déchets, la gestion de l'alimentation à la cantine le midi, l'alimentation durable, l'alimentation locale. Ça commence par des petits gestes, effectivement. Ouais. Mais avant ces petits gestes, finalement, c'est d'abord une prise de conscience, donc. Exactement. La sensibilisation. D'ailleurs, ça, c'est mon rôle. Je suis coordinateur sensibilisation. Ok, ça, c'est le vrai titre. Ok, donc coordinateur de sensibilisation, humoriste, radiologue. Pas si on va pas le dire comme ça, parce qu'on va croire que tu fais des radios des pieds. Voilà. Chroniqueur et donc aussi auteur, en effet, pour la télé et radio, du coup, un petit peu toutes sortes, finalement, t'écris pour tout, voilà, c'est ça. Bah oui, effectivement, bah oui. Comment t'es venu quand on est créatif. Ouais. Enfin, quand on est créateur, je veux dire, créateur de contenu, on essaye de toucher un petit peu à tout, là, avec, je sais pas si tu connais Salvatore Di Bernardo. Non. Qui est un humoriste bruxellois extrêmement marrant, qui avait un duo musical Iché Salva, qui s'est fait un petit nom ici à Bruxelles. Et ben lui, il est dessinateur BD, il est scénariste BD, et là, on est sur un projet de bande dessinée tous les deux aussi. Ah d'accord. Ah oui, donc effectivement, créateur au sens large du terme, un peu sur tout support, quoi. Oui. Ok. Mais bon, très humblement, hein. Oui, non, bah, comme pour la société durable, finalement, chacun sa petite tâche. Hein, c'est l'histoire du colibri, ça. Exactement. C'est le colibri. Voilà. Du coup, donc Florent le créatif, voilà, rebaptisé Florent le créatif. Et alors, comment t'arrives à cette partie? Parce que bon, on voit que ça se rejoint un peu dans les deux, entre le pro et la partie artistique. Mais comment t'arrives à un jour dire, bah tiens, je vais faire de la radio, tiens, je vais monter sur scène, en dehors finalement pour passion, pour guise de passion. Oh bah écoute, je sais plus trop, c'est marrant, enfin j'ai vécu au Brésil, pas mal, tout commence là-bas, j'ai vécu 4 ans là-bas jusqu'à mes 26 ans, si je dis pas de bêtises, et déjà là-bas ça me trottait un peu dans la tête, il y avait un club de stand-up dans une des rues principales, la rue de la Fête à Sao Paulo en fait, et il y avait un club de stand-up, comment s'appelait-il? Je ne sais plus, on s'en fout, ah oui, il s'appelait le Comedians. Et je passais tout le temps devant et je voyais des vidéos de stand-uppers brésiliens qui faisaient des blagues très grossophobes, misogynes un peu, enfin tu vois, du vieux stand-up, je sais pas comment expliquer, enfin tu vois, de trucs qui me plaisaient pas. Et c'était des grands stand-uppers, ils étaient tous dans ce club de stand-up là. Et je me disais, mais c'est incroyable comme c'est nul ce qu'ils font. Enfin, c'est pas que c'est pas drôle, et je savais que je serais incapable de faire quelque chose de drôle de toute façon à ce moment-là. Ça, je le savais, mais je trouvais le voyais en tout cas, voilà, c'est ça. Bah, je sentais que ça marchait hyper bien. Alors, ils avaient la technique, c'est des vrais bons comédiens, ils savent comment écrire des blagues, mais les thématiques des blagues ne me plaisaient pas. C'était du vieil humour, c'était de la misogynie, c'était de la grossophobie, et je crois que ça continuait un peu comme ça, puisque la société aussi là-bas est un peu différente. Et voilà, là-bas, Michel Leb, là-bas, tu vois, il n'y aurait aucun problème. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un temps de retard. Ça paraît très condescendant, zut, mais je le dis quand même. Non, mais on a compris l'idée, voilà. Mais pas dans toute la société du tout. Il y a aussi une partie du Brésil qui est hyper réactive, qui est hyper, hyper jeune en fait, mais qui a compris tout cela. Et qui fait de l'humour totalement différent et qui est hyper respectueux et qui est etc. Mais je sais pas, il y a des reliquats de vieil humour comme ça, et c'est ça qui sont dans les médias. Pour le coup, chez nous en France, enfin chez nous parce que pour le coup je suis en France, mais je trouve moins peut-être en Belgique, mais oui, voilà, on a encore ça effectivement en France, même si on est en train d'opérer le virage, de moins en moins quand même, tu vois. Ok. Il y a quand même une société progressiste qui est plus importante, je trouve, en France. Et enfin, je trouve que ça s'améliore, tu vois. Ouais. Là-bas, ça reste très conservateur, on va dire. Et on le voit avec leur président, Jair Bolsonaro d'extrême droite, qui a été élu. Il y a vraiment une grosse frange de la population qui est très, 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 très fort à droite. Et ça se ressentait dans l'humour. Et je voyais ça et ça me plaisait pas. Et un jour, je vais devant la porte, je me dis, de toute façon, moi, j'ai toujours envie de faire du stand-up, mais j'avais vraiment et j'ai toujours, d'ailleurs, on l'a tous, ce syndrome de l'imposteur extrêmement fort. Je dis, je suis incapable de faire ça, tu vois. Ah mon Dieu. Non, mais tu vois, il y a un jour, j'arrive devant la porte du truc. Je sais pas ce qui m'a pris. Un moment de panache, un moment de, je sais pas. Écoute, et je lui dis, bonjour, j'aimerais jouer chez vous.
Et c'était le videur, hein, c'est même pas le patron de... Et le Ouais. videur, il m'a dit, bah non. J'ai dit, non, écoutez, mais vous ne comprenez pas. Je suis extrêmement reconnu en Belgique. Tu vois, j'ai complètement inventé une histoire qui est pas vraie du tout. Et j'ai dit, non, mais je suis humoriste. Et puis j'ai essayé de jouer de l'accent, tu vois. Mhm. Il est pas du tout tombé dans ce charme-là. Il m'a dit, bah non. J'ai dit, mais attends. Il m'a dit, non. Ce que tu dois faire, c'est tu dois envoyer une vidéo de toi sur scène. Tu envoies ton compte Instagram et puis on décide si oui ou non. Moi, du coup, j'ai jamais envoyé le truc. Bah oui, que t'avais pas de même vidéo compte de, Instagram. voilà. Et j'étais jamais monté sur scène. Mais c'était ma première tentative. Et puis, c'est vrai que là-bas, j'ai écrit quelques vannes pour pouvoir jouer là-bas. Mhm. Des vannes sur des trucs très faciles, hein, tu vois, quand t'es un étranger qui vit à l'étranger, du coup, c'est très facile parce que suffit que tu fasses des vannes sur ton point de vue. Moi, j'avais mon point de vue de belge sur la société brésilienne. Mhm. C'est un ressort assez classique, mais très efficace du rire, en fait, le point de vue de l'étranger sur la Ouais, bah, il y a société. quand même Sugar Sammy et l'explosion effectivement en Europe Bah ouais, dernièrement, voilà, avec ça, avec ce point de vue-là. bah ouais, et ça marche hyper bien. Mhm. Enfin, Sugar Family, il est très très marrant, hein. C'est aussi, il a le talent en plus pour faire en sorte que ça marche. Mais, euh, mais en tout cas, j'écrivais ça et je testais sur mes collègues. Alors, je travaillais dans une start-up, bref, je testais sur mes collègues et ils étaient morts de rire. Après, c'est tes collègues, hein. Faire rire tes collègues et tes amis, c'est quand même plus facile que faire rire des gens que tu ne connais pas. Là, on est Mhm. d'accord. Mais on est d'accord. Mais à l'époque, j'avais pas conscience de ça et je me chauffais un petit peu. Je dis, OK, je suis prêt, je vais le faire. Et finalement, je l'ai pas fait. Et je suis rentré en Belgique pour des raisons qui me sont propres. Et j'avais cette frustration-là. J'ai dit, zut, mais pourquoi je l'ai pas fait, quoi? Pendant 1 an, j'ai imaginé le faire au Brésil. J'ai jamais osé. Parce Mhm. que c'est quand même, c'est très dur, en fait, hein, de monter sur scène, de se dire, je vais faire rire des gens que je ne connais pas. Enfin, c'est très dur. C'est surtout moi qui suis un timide, au fond. Et du coup, je l'ai pas fait. Et en rentrant ici, bah, ici, moi, j'ai un pote qui s'appelle Gaëtan Delferrière, que tu connais peut-être, Mhm. qui est humoriste bruxellois également, et qui est scénariste aussi. Et Gaëtan venait de gagner un concours qu'on appelle un concours au Kings of Comedy AXL, tu vois, Kings Oui, of oui, Comedy oui, Club, oui, et le le Next concours Prince. s'appelle le Next Prince. Voilà, ouais. Voilà. Et il avait gagné, je crois, c'était 2016, ce concours-là, et moi, je venais de rentrer en 2017 en Belgique. Et il m'a présenté un peu tout le monde au Kings of Comedy Club. Il m'a dit, écoute, je fais du stand-up, regarde, ça ressemble à ça. J'ai été voir 2-3 spectacles, j'ai trouvé ça génial. Et un jour, il y a Bilal. Alors Bilal, c'est le mec qui s'occupe des scènes ouvertes Ouais. au Kings of Comedy Club. Il va voir Bilal, Gaëtan, et il dit, écoute, moi, je vais pas jouer la semaine prochaine, mais c'est mon pote Florent qui va prendre ma place. J'étais pas du tout au courant de ça. J'étais à côté, j'ai fait quoi? Et Ah, le Bilal, cadeau il a regardé empoisonné. Gaëtan. Ouais. Et Bilal, il a regardé Gaëtan, il a dit, d'accord, on fait ça. Et moi, je suis sorti de là, j'ai fait, mais Gaëtan, en fait, c'est quoi? Pourquoi? À quel moment? Il a dit, bah, mon pote, je te fais confiance, voilà, t'as 1 semaine pour écrire 12 minutes de blagues. Et C'est je me bien, t'as rendais pas pas la pression compte. à partir de là. Mais si, c'était fou. C'était fou. En plus, écrire 12 minutes de blagues en 1 semaine, c'est dur, tu Bah vois. oui, oui, oui. Après, quand c'est ton premier sketch, eh ben, t'as déjà des vieilles idées, des reliquats que tu ressors un petit peu, des trucs. Si jamais un jour je fais un sketch, ça va parler de ça, donc tu pars pas de rien non plus. Mais c'est du suicide. Écrire 12 minutes efficaces en 1 semaine quand t'as pas d'expérience. Enfin, même maintenant je serais incapable. Déjà parce que je suis fainéant, mais en plus, enfin, écrire 12 minutes efficaces en 1 semaine, c'est très Non, dur, tu peux quoi. avoir Les 12 gens, ils minutes prennent. en temps, mais t'auras pas 12 minutes de blague, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement, exactement. Alors tu brodes, mais si tu brodes, t'es moins efficace, tu vois. Mais j'ai fait ça. Et c'était très absurde. Waouh, qu'est-ce que c'était absurde. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais c'était mon premier sketch. Il y avait une histoire d'aspirateur qui s'étouffait, enfin des trucs. Et je me battais avec une banane. Et c'était un combat très équilibré parce que c'était une banane fair trade. C'était ce genre de blague-là. C'était ce genre de blague. Et ben, ça a marché. Ouais. Parce que les gens étaient très bienveillants, parce que c'était une scène ouverte, déjà. Et puisque, bon, quand le mec il te présente, il te dit, soyez bienveillants, c'est sa première scène. Là, effectivement, ça aide, Ça tu vois. ajoute encore, ouais. Hmm. Bah, aujourd'hui, je pourrais pas monter sur scène avec ce sketch-là. Enfin, sauf si, voilà, je fais semblant que c'est ma première scène, tu vois, mais sinon, enfin bref, ça marcherait moins bien, du coup. Mais ça a hyper bien marché, parce que les gens étaient vraiment très bienveillants. Ah, chouette. Et là, ça m'a chauffé. Et du coup, il y avait dans la salle, il y avait 2-3 humoristes
il y avait pas encore Dan Gagnon. Dan Gagnon, c'était un peu après, mais il y avait Funky Fab et James Dino la première fois. Et Funky Fab m'a dit c'est vraiment bien, inscris-toi au concours que Gaëtan a gagné. Je me suis inscrit au concours qui commençait 2 semaines après. Et, oui, donc tu t'es vraiment lancé tête baissée dans le truc, sans prépa. Ouais, exactement. Mais comme beaucoup, beaucoup font ce concours-là en disant ok, j'y vais, ça va m'obliger à écrire en fait. Ouais, tu fais partie de cette team-là, des gens qui sont obligés d'avoir ou une deadline ou un truc en cours pour pouvoir y arriver. Ah ouais. Bah là, je m'en rends compte, avec le Covid. Pas de deadline, pas d'écriture. Ah ouais. Tu vois. Franchement, je fais ok, j'ai trop de choses en tête, je m'occupe pas de ça, et puis c'est hyper dommage. Moi, j'adore quand, tu vois, t'as des jeunes, Nikos, par exemple, tu vois. Ouais. Nikos, lui, des fois, il envoie des messages, il fait ok, on se met un thème imposé, et puis cette semaine, on écrit là-dessus. Et je fais ouais, amuse-toi bien, tu vois. Mais je trouve ça génial que t'en as plein, ils font ça, Sacha Ferra, enfin, tu vois, t'as plein de, vraiment les jeunes là, qui ont 20 ans, 22 ans et qui commencent là. Ça pique quand tu dis les jeunes et que tu t'exclus, parce que j'ai 32, donc je me considère à peu près dans la même tronche et ça fait mal. Moi j'aime bien parce qu'il y a une petite, toi il y a un petit côté grand frère condescendant, toi. Quand tu parles des jeunes, les jeunes, ils ont rien connu, tu vois. Moi j'aime bien. Ils ont connu les VHS. Mais en tout cas, ils n'ont pas connu ça. Mais tu vois, ils se bougent quoi. Ils sont motivés, ils sont pas feignants, ils se mettent des deadlines, ils se mettent des trucs. Et moi, je trouve ça génial. En plus, tant qu'ils ont le temps, tant qu'ils sont étudiants et tout ça, ils ont bien raison. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'ils percent et qu'ils vont percer. Alors, tu tombes sur un coup de tête. Donc, finalement, non, on te fait tenter sur un coup de tête. Finalement, la première scène et le concours. Ça marche donc apparemment. Le concours, ça marche aussi quand tu le fais ? Ouais, je l'ai gagné. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai gagné, ouais. Ok, donc ça marche bien dès le départ, c'est-à-dire le chemin inverse généralement du 3/4 des gens finalement. Ouais. Non, mais le fait que ça marche bien dès le départ, c'est un piège. Tu vois, parce qu'effectivement, ça a hyper bien marché. 2 mois après ma première scène, je gagne ce concours, le Next Prince, dans lequel il y avait des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, pour certains. Mais j'ai passé, 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Parfois avec un peu de chance. Par exemple, en quart de finale, j'étais contre un mec. J'ai oublié son nom, zut. C'est un Français, c'est pas certes Mathurin, mais c'était contre un mec qui avait déjà beaucoup d'expérience et qui était très marrant. Et très sincèrement, il était plus marrant que moi. Mais de loin, tu vois. Mais il s'est planté, ce jour-là, il a bafouillé, il a machin. Moi, j'étais à côté, j'avais la bienveillance des gens qui savaient déjà que je venais de Bruxelles, je jouais à domicile, de 1, et de 2, que j'en étais au début, tu vois. Et ce que je faisais, ça fonctionnait quand même un peu, parce que le côté, je viens de débuter, je bafouille, mais je suis quand même marrant, nanana. Les gens, ils aiment bien. Ouais. Alors, si tu t'auto-sabotes sur scène, tu te décomposes, t'as pas confiance en toi, ça peut pas marcher. Mais le petit côté, je viens de débuter, soyez avec moi, soyez sympa, s'il vous plaît, le petit sourire, ça fonctionne très bien. Nikos, il a fort ça. Ouais, il a vraiment fort ça et il en joue. Et il a raison d'en jouer parce que ça marche très bien pour lui. Enfin bref, et j'avais ce truc-là, et du coup, ça a marché. Et c'était chouette, parce que, comme je te dis, ça m'a obligé à écrire des trucs. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, c'était il y a 3 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un des sketchs que j'ai écrit pendant le concours que je garde. Et que je continue à faire. Donc c'est une belle histoire. Alors du coup, ça commence bien, mais forcément, qui dit scène, à un moment donné, dit plantade. On y vient, une belle grosse. Comment tu te retrouves à faire la première partie de Blanche Gardin? Ah ouais, ça c'est venu 1 an après mes débuts. Et ça c'est parce que c'est Cédric, le patron du Kings of Comedy Club justement à Excel, qui est très chouette et qui m'a donné cette opportunité. En fait, on a Blanche Gardin qui est venue au Kings jouer pour 2 dates, en rodage de son je sais plus quel spectacle d'ailleurs, mais elle jouait pour 2 dates en 2017, je crois, fin 2017. Ou début 2018. Et Cédric nous envoie un message groupé à Émilie Krohn, Gaëtan Delferrière et moi, en disant, dis donc, est-ce que vous voudriez jouer 10 minutes chacun avant le spectacle de Blanche Gardin? Donc c'était une première partie de 30 minutes, et c'était un 10-10-10, puis le spectacle de 60 minutes de Blanche Gardin. Et une façon un peu originale, un peu spéciale de faire le truc. Et bien sûr, du coup, on était 3 à faire la première partie. Il y avait 3 premières parties, en fait.
Et c'est un truc qui se fait pas mal, hein. Parce que Louis C.K. par exemple fait ça. Pour ses spectacles, il y a toujours 3 premières parties. On l'avait vu à Bruxelles, il avait fait ça. D'accord. Et moi, je connaissais pas du tout ce truc. Et oui, généralement, on en met une, en effet, effectivement. Mais... Ouais, non, mais là, il y en a. Et on était très contents parce qu'on est très amis dans la vie, hein, Émilie Gaëtan et moi. Et du coup, on a fait ça et on a eu le droit à 2 premières parties de Blanche Gardin, 2 soirs de suite. Et le premier soir, énorme plantade, mais énorme. Genre, horrible, nul. Et t'as Blanche Gardin au fond de la salle, t'as la metteuse en scène de Blanche Gardin, t'as Boujna qui était là. Que faisait-il là, je ne sais pas, mais t'avais Boujna dans la salle, Michel Boujna, et qui était de passage à Bruxelles et qui voulait voir Blanche Gardin. Et enfin, t'avais plein de gens. Enfin, il y avait même des gens que je connaissais, des filles que je trouvais jolies. Enfin, bref, ouais, énorme plantade. Toutes les conditions pour pas planter normalement, voilà. En tout cas, toutes les conditions pour planter, mais il faut pas. Voilà, c'est ça. Mais énorme plantade, le stress. Et en plus, je me souviens de ce sketch. C'était pas du génie non plus, tu vois. Et mais j'étais en confiance parce que précédemment ça avait marché. Enfin, j'avais fait 4, 5, 6 scènes précédentes qui avaient hyper bien marché de suite. Et du coup, tu y vas en confiance. Mais là, je me suis désintégré. Quand la première vanne n'a pas marché, je me suis désintégré. Et j'avais pas encore assez de blagues en stock dans des tiroirs, en fait, pour me dire, OK, ça marche pas, mais je vais en prendre d'autres. Je vais faire des trucs qui fonctionnent. Ouais, là, comme c'était au début, on va dire, j'avais qu'un an de scène dans les pattes, où j'étais très feignant, où je tournais toujours avec les mêmes 20 minutes, tu vois. Et du coup, j'avais pas de tiroir, j'avais rien pour me rattraper. Du coup, je me suis enfoncé pendant mes 10 minutes de première partie. Et c'était quelque chose de terrible à voir. Et quand je suis sorti, Blanche, elle a eu un regard tellement gentil, mais tellement destructeur aussi. Le regard du « Ah, tu t'es planté ». Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais elle a dit ça va aller, tu vois, elle me l'a quand même dit, tu vois, genre c'est pas grave quoi. Ouais, mais c'est pas grave qui veut dire oui, j'ai bien vu que tu t'étais planté, mais c'est pas grave. Oui. Le côté tu parlais de grand frère tout à l'heure, mais là c'est ça, c'est un peu la grande sœur, voilà aussi. Mais là tu vois, t'es dans ton coin, tu te dis OK, je me suis planté devant une de mes idoles, jamais je n'aurai son respect, tu vois. Et c'est terrible et la vie est pourrie. Et là, je suis rentré chez moi. Bon, j'allais pas bien. Hein. Quand tu prends un bide, tu vas pas bien. Bah, j'allais te demander, ouais, déjà, comment avant même de rentrer, comment t'as géré du coup la suite, puisque tu m'as dit que c'était au tout début que t'as planté, c'est ta première vanne. Donc déjà tout le reste, c'est les mains moites avec la voix qui non, mais après t'as 10 minutes. Voilà. Où tu sais que les gens sont pas avec toi, les gens ils savent qu'ils vont pas rentrer parce que s'ils sont pas rentrés au début, même si t'as des bonnes vannes qui suivent, pour les faire remonter la pente, c'est très compliqué. Si tu commences de très bas, c'est très compliqué. Tu peux sortir les meilleures vannes du monde, tu regagnes un petit peu leur confiance, mais ouais, il faut les avoir dès le début, hein, sinon vraiment c'est très dur. En fait. Et là, je les ai pas eu dès le début. Et non, c'est dur, c'est un moment compliqué pour tout le monde. Tu vois, t'es en phase 2, t'as envie de dire, OK les gars, c'est bon, je retenterai ma chance demain, je laisse le micro au prochain, mais tu peux pas parce que c'est pas pro. Puis t'as Blanche Gardin en face de toi. Oui, donc faut être doublement pro, quoi. Mais oui, puis j'avais la jambe qui tremblait, je m'en souviens. Je sentais la jambe qui tremblait, tu vois, en mode faut se casser, tu vois, ma jambe qui disait viens, on se casse, et mon cerveau qui disait bah non, je peux pas partir, je suis sur scène, tu vois. Non, c'était pas agréable, c'était difficile, mais on a tous vécu des moments comme ça. Ouais. Et tu rentres alors, t'es en petite boule dans un coin de ta pièce en train de t'effondrer, ou au contraire t'es en mode non, allez, je prends mon papier, je réécris tout. Eh ben, je suis d'abord en petite boule sous la douche, tu vois. Non, au début, j'allais pas bien. Je m'en souviens, j'étais dans le tram et tout. Avec Gaëtan, on n'allait pas bien. En plus, il y a Michel Boujna, le salaud. Il est venu nous voir, Gaëtan et moi. Ouais. Gaëtan aussi s'était planté. Voilà, je vais le dire, monsieur. Gaëtan. Mais on était à deux. On s'était planté. Et Émilie, par contre, elle a hyper bien marché. Et elle est très marrante. Et Michel Boujna vient nous voir et il dit je suis pas content. Alors déjà bonjour monsieur, bonjour Michel, toi, je suis pas content. Et en plus vous êtes très mal habillé. Et là j'avoue que je m'y attendais pas. J'ai dit ah bon, très mal habillé. Il fait ouais, on n'est pas ici pour vendre des chiens. Enfin je sais pas exactement ça qu'il a dit. D'ailleurs cette expression n'existe pas. Mais tu vois non mais tu vois ce que je veux dire. Il faut bien s'habiller. Vous êtes sur scène, vous présentez un spectacle. Par respect avec le public qui vient vous voir, faut mettre dans un lay-up, faut bien vous habiller les gars.
petite chemise, petit truc, un pantalon repassé. Là, on dirait que vous sortez de votre lit, ça va pas du tout. Ouais. Et sur le coup, je l'ai mal pris. Et j'ai dit, bon, bah, déjà, je viens de me prendre à bide devant Blanche Gardin. Je m'en fous de la vie de Michel Bougenat sur ma façon de m'habiller. Oui. Mais après, avec du recul, il avait raison, Michel, finalement. Quand tu es sur scène, alors je dis pas que je le fais, hein, je dis pas que je viens bien habillé maintenant sur scène, etc. Parce que voilà, j'arrive toujours pas à me mettre dans un mindset de. Je sais que Dan Gagnon, par exemple, le fait. Dan Gagnon, il arrive sur scène, il est classe. Il est en chemise. Hop, et surtout le dernier spectacle, ouais, sa femme avait travaillé ce côté-là avec lui. Mais c'est important. Et plusieurs fois, je l'ai entendu ça de la part de gens après mes sketchs qui viennent me voir en disant hey, mets une chemise, quoi. Ou mets un truc, habille-toi bien, tu vois. Viens pas en t-shirt froissé, machin. Plusieurs fois, je l'ai entendu, surtout au début. Et il avait raison là-dessus, Michel Bougenat, parce que déjà, ça te met vraiment dans une posture plus professionnelle. Les gens sont plus avec toi. Et puis, l'emballage est important, quoi. Enfin, bref. Tout ça pour dire, je rentre chez moi, je suis très déçu. Vraiment triste, mais très triste. Et ok, je savais que ça allait arriver, un bide énorme, mais pas ce soir-là, quoi. J'avais pas envie que ça tombe ce soir-là. Tu vois, pendant des semaines et des semaines. Est-ce qu'en soi, c'était le premier bide Non, c'était pas le premier, oui, okay. Mais c'était le plus dur. Non, c'était pas le premier. Si tu veux, je te raconterai le premier qui est très rigolo également. On y reviendra après. Mais non, c'était pas le premier. Ça, c'était quand même après un an. Blanche Gardin, c'était après un an. Donc, en un an, t'as le temps d'en faire, hein, des petits bides. Surtout la première année, c'est là où t'en as le plus. Mais non, je suis rentré chez moi. Comme t'as dit, comme je t'ai dit, très triste. Mais je rejouais le lendemain. Et je savais que j'allais rejouer le lendemain. Et pour moi, c'était hors de question de revivre la même chose. Et du coup, j'ai passé toute ma journée du lendemain, je me suis levé très tôt, j'ai passé toute ma journée à réécrire mon texte. J'ai pas changé de sketch, j'ai pas réécrit un sketch de 10 minutes en une journée parce que c'est pas possible, mais je me suis dit, ok, maintenant, je vais analyser où est-ce que ça a pas marché, je vais sortir de ma zone de confort et je vais retravailler le texte de A à Z en cherchant l'efficacité, en cherchant les temps. En fait, j'ai passé une journée à répéter, à retravailler le texte et ciseler, à le rendre plus efficace, sans changer réellement les blagues, mais en changeant aussi la structure et l'ordre des vannes. Et en retravaillant surtout une chose que je ne prenais pas assez en considération, c'est les transitions. Les transitions, quand tu commences, souvent le stand-up, tu t'en tapes des transitions. Et souvent, on utilisait un truc qui est une petite astuce, qui est vraiment de la triche, et que tout le monde a déjà utilisé, c'est le truc du « j'ai pas de transition ». Oui, clairement, oui. Totalement, oui. Tu parles d'un truc et puis tu dis, ok, j'ai pas de transition. Vous avez remarqué que au début, surtout avec vous avez remarqué après qui est nul, mais au début, tout le monde fait ça. C'est j'ai pas de transition et tu passes à autre chose. Et là, les gens ils s'y attendent pas, ils rigolent un peu, ils passent du coq à l'âne. Mais ça, c'est de la parfois triche. l'inverse, c'est-à-dire que tu passes directement au sujet 2 et tu t'arrêtes après évidemment au bout de 5 secondes en disant ouais j'ai pas de transition et hop tu reprends évidemment ton histoire. Mais ça marche, mais si tu une peux pas fois le faire à ou chaque deux fois, et c'est tout, voilà. Ouais, et puis les gens ils commencent à connaître ce truc-là, quoi. Oui. C'est quand même très répandu. Mais au début, je faisais que ça, tu vois. Parce que c'est dur à trouver les transitions. Pour moi, c'était le plus dur au début, d'ailleurs, les transitions. Ok, j'ai un sujet A, j'ai un sujet B, comment je passe de l'un à l'autre sans que les gens s'en rendent compte? Parce qu'une belle transition, c'est que les gens se disent « Oh, c'est marrant, tiens, il y a 5 minutes, il nous parlait d'Hitler, et aujourd'hui, maintenant, il nous parle de Frestagada, et on n'a pas vu la transition, tu vois. » Là, t'es très fort, on n'a pas vu Ah, mais passer de... franchement, tu regardes, il y a des spectacles de stand-up, les gars, ils passent en revue, en 60 minutes, une trentaine de sujets très différents, et tu sens pas du tout les ruptures. C'est d'une fluidité extraordinaire, et c'est ça pour moi qui est fort. Et quand tu commences le stand-up, en tout cas moi, c'est quelque chose que je n'avais pas assez travaillé du tout. Et je me suis rendu compte en regardant mon texte, en étudiant le texte que j'avais fait cette veille-là, que c'était vraiment le point faible de mon texte. Alors déjà, les vannes, il y en avait certaines qui peut-être étaient pas parfaites, mais ça, c'est pas grave. Le plus grave dans mon texte, c'était le manque de transition, le manque de structure, en fait. Et du coup, j'ai passé cette journée à travailler sur les transitions, à l'ordre aussi des blagues, hein, comme je te disais. Il y en a certaines qui étaient au début, que j'ai mis plus à la fin. Enfin, l'ordre est très important. Mais c'est vrai que les transitions, c'est ce que j'ai le plus travaillé. Et puis la deuxième soirée, j'étais quand même très stressé, hein, mais j'avais plus rien à perdre. Tu vois, je me suis dit, c'est ça, le bide était passé, le pire est normalement derrière, oui. C'est ça, voilà. Bah oui, maintenant Blanche Gardin, elle sait que je suis tout pourri. Je peux juste, remonter un peu dans son estime. Ouais, t'avais enlevé la pression, du coup.
Mais ouais, et ça a hyper bien marché. Mais de fou, j'étais tellement content. Enfin, c'était une vraiment très très bonne scène. C'est pas genre ça a bien marché. Là, ça a hyper bien marché. Mhm. Parce que j'avais retrouvé ce plaisir, parce que dès le début, les quelques premières vannes avaient marché. J'avais changé le début complètement. Et en plus, au début, j'avais parlé du fait que la veille, je m'étais totalement planté. Pour vraiment moi-même un petit peu Exorciser respirer, le machin. mettre le truc à plat. Ouais, exorciser le machin et machin. Ça a trop bien marché, quoi. Ça a trop bien marché cette soirée-là. Et après, on a été au resto avec Blanche Gardin, avec tous les humoristes et tout ça. Et il y avait la metteuse en scène de Blanche Gardin qui m'a dit, tiens, j'avais beaucoup de remarques à te faire par rapport à ta prestation d'hier, mais j'ai aucune remarque à te faire par rapport à ta prestation d'aujourd'hui, tu vois. Ah ouais, donc c'est bien. Et ça m'a tellement fait sentir bien, tu vois. En mode, ok, même elle a vu que j'avais travaillé, tu vois. Mm. Et Blanche, elle m'a dit après, putain, aujourd'hui, ça s'est bien passé, c'était vachement bien, bravo, machin. Donc, ouais. Mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir remonter sur le cheval dès le lendemain, tu vois. Ouais. S'il y avait eu un Si laps de j'avais, temps, ouais, t'aurais pas fait ça? De la même manière, en tout si cas? j'avais pas eu la chance de refaire la première partie de Blanche Gardin le lendemain, si Blanche Gardin était restée sur cette idée-là de moi, jusqu'aujourd'hui, j'y penserais en disant, putain, merde, tu vois. Mm. Elle pense que je suis pourri. Alors qu'aujourd'hui, je suis certain qu'elle m'a oublié, entre guillemets. Mais si je la recroise un jour, bah, elle va pas se dire, ah ouais, c'est le mec qui a fait un truc nul. Elle va se dire, ah ouais, c'est le gars qui a réussi à se reprendre un petit peu quand même et qui a retravaillé et qui a fait quelque chose d'intéressant. Donc, ouais. Et ça, franchement, bah, pourquoi, juste avant le podcast, au moment où tu me briefais un petit peu, je t'avais parlé de ce truc-là, et bah, c'est parce que je pense que c'est le truc qui m'a le plus appris. C'est l'anecdote qui m'a le plus appris dans le stand-up. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change et puis que j'arrête de me la péter, de penser que ça allait marcher, quoi. Non, il faut travailler. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait travailler, en fait. Ouais, d'accord, carrément. Mais non, mais c'est vrai. Mais le jour où je me suis dit, ok, en fait, maintenant il faut que je regarde mon texte et que je rentre vraiment dedans et pas que je me dise juste, ah, je suis rigolo, ça va marcher. Ça n'existe pas. Je suis rigolo, ça va marcher, ça n'existe pas. Et du coup, après, est-ce que t'étais un peu, entre guillemets, rancunier envers toi, dans le sens où, oh putain, j'ai vraiment été con de pas bosser suffisamment depuis le début, machin, ou est-ce que bon, bah non, c'était de toute façon comme ça, et puis maintenant t'allais corriger le tir? Non, c'était comme ça. Enfin, non, T'es pas comme ça à je t'en m'en veux pas vouloir, parce que ouais, à te culpabiliser derrière. non, pas du tout. En fait, non, puisqu'on sait tous que même nos idoles à tous, tu vois. Moi, mon idole, par exemple, un gars que j'adore, c'est Yacine Bellous. Et mais il y en a plein, Baptiste Le Caplin. Enfin, tu les écoutes parler dans des podcasts, tous te disent, oh là là, le nombre de bides que je me suis pris au début, tu vois. Tous. Et même encore, je pense même pas tant que ça au début, même encore après, hein. Même encore après, même si à mon avis ils en ont moins, mais même encore, ouais, ils ont des scènes qui marchent moins bien. Et ça, c'est vrai que ça t'aide à relativiser. Tu dis, ouais, bon bah, si lui il s'est planté, je pense qu'on doit tous passer par les mêmes apprentissages en fait. Et c'est hyper précieux. Donc non, je m'en veux pas du tout. Je pouvais pas savoir. Et tu penses que c'est puisqu'après on va aborder l'échec plus en lui-même, parce que je sais que tu as écrit sur l'échec et c'est un sujet que t'aimes beaucoup. Ça tombe bien du coup. Est-ce que tu penses que t'étais obligé de passer par là pour apprendre cette leçon-là, ou est-ce que t'aurais pu apprendre la leçon autrement qu'en y passant? Moi, me connaissant, Florent, j'étais obligé de passer par là. Est-ce que il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont comme moi, qui n'apprennent qu'en faisant, learning by doing, tu vois, ouais. entre guillemets. Mais c'est vrai que, alors, je connaissais la théorie, je savais que j'avais besoin de bonnes transitions, je savais que j'avais besoin de plus travailler mon texte, je le savais. Mais sans me confronter à l'échec réellement, bah, je l'aurais pas fait. Donc, oui, non, moi, je savais que j'étais obligé de passer par là. Je le savais. Et que, encore aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Bon, là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais je vais rejouer bientôt. Je suis sûr que je vais me planter dans plusieurs endroits. Mais à chaque fois que je me plante, maintenant, j'arrive à prendre ce recul. Je rentre pas chez moi en me disant, je suis une merde, le monde est terrible. Non. Je me dis, OK, maintenant, je vais analyser mon texte, celui que j'ai fait aujourd'hui. Je vais me souvenir des moments où ça a moins bien marché. Pourquoi ça a moins bien marché? Essayer d'analyser tout ça pour aller dans un process d'amélioration continue, tu vois, de façon hyper sereine. Parce que toutes les scènes qui se passent hyper bien, et ça, on en a tous. Et parfois, t'en as pendant 3 mois, tu fais 15 scènes de suite et les 15,
c'est nickel, ça se passe trop bien, les gens sont trop contents. Mais c'est 3 mois durant lesquels t'as rien appris en fait. T'as juste boosté ton ego, t'as fait le même texte sans changer une virgule, sans rien oser changer puisque ça Parce que se ça passait marchait, bien. ouais, voilà. Du coup, t'osais pas apporter de nouvelles choses et adapter et l'améliorer. T'osais pas, tu t'y touchais pas. Et ben moi, c'est des périodes où j'ai rien appris, les périodes où ça se passait bien. Et c'est après chaque scène qui se passait un peu moins bien que j'ai amélioré mon texte, que j'ai apporté des alternatives, que je me suis amélioré tout simplement. Et je crois qu'on a tout ça en fait. Si voilà, et c'est ça qui est dur, je pense, avec les humoristes qui sont très connus et qui jouent toujours devant un public acquis à leur cause. Oui. Tu vois? Oui, je vois. Et ben, je pense qu'ils s'améliorent moins qu'ils ne le faisaient au début. Entre guillemets. Si tu arrives avec un public qui est là pour te voir toi, tu dis bonjour, les gens ils sont morts de rire. Moi j'en ai vu 2-3, des humoristes qui ici à l'échelle belge ont un public déjà très large, très acquis à leur cause. Et ben je trouve ça moins bien qu'au début. Ouais, il y a pas besoin de Je faire sais pas comment grand-chose t'expliquer. pour que ça. Mais oui, parce que ouais, je vois bien. C'est au début où tu travailles beaucoup. Voilà. Je parle pas de Guillaume Mogis parce que lui, même s'il a tout le monde acquis à sa cause, il continue à s'améliorer tout le temps et il est hyper marrant tout le temps. Et il est incroyable. Mais voilà, je vais pas citer de nom, mais moi j'ai vu, voilà, c'était. Voilà, je vais pas citer de nom. Bon, de toute façon, après, c'est pas négatif en soi. C'est purement rouler sur ses acquis, comme on appelle ça. Et... Mais c'est ça, c'était voilà, quelqu'un qui est très connu via la télé et qui sur scène, les gens étaient trop acquis à sa cause et ça ne le servait pas, ça ne le servait pas. Ça ne la servait pas d'ailleurs. Voilà, j'ai dit. Oh là là, oh mon Dieu, mais qui ça peut bien être? Un pronom dropping. Du coup, l'échec, t'en as fait. Alors non pas entre guillemets pas un outil de travail. Un corps de métier. Non, ouais, presque ça. Mais disons que ça fait partie quand même de tes cordes puisque tu expliquais que t'es formateur. T'en parles quand tu vas coacher des entreprises ou autres sur le côté durable justement. Là, est-ce que ce que t'as pu apprendre là te sert aussi du coup dans le côté de la vie professionnelle cette fois et non plus artistique? Ouais, un petit peu. Un petit peu. C'est vrai qu'on a fait quelques soirées sur le terme de l'échec, parce que nous on travaille beaucoup avec des entrepreneurs, c'est vrai, avec des petits entrepreneurs, des indépendants, et on fait de l'accompagnement pré-création et post-création d'entreprise. Enfin bref, on accompagne les gens. C'est des gens qui montent sur scène aussi finalement, mais celle de l'entreprise, quoi. C'est. Voilà, exactement. Des gens qui se lancent et qui doivent oser, et des gens qui se plantent. Et du coup, c'est vrai qu'on a toute une gamme de formations entre guillemets. Sur l'échec et sur le changement de mindset. Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, je le fais aussi dans des écoles avec des jeunes, des jeunes encore plus jeunes que les jeunes de tout à l'heure, des jeunes de 17, 18 ans, tu vois. Ouais, et dans des écoles, ça c'est la partie de mon taf que je préfère. Alors c'est la plus petite partie de mon taf, mais j'adore ça. C'est d'aller des écoles techniques, professionnelles, un peu, parfois des écoles un peu paupérisées. Et du coup, c'est le côté un peu plus social du taf, et c'est pour ça que je l'aime bien. Et on va voir ces jeunes et on essaye de les remettre en confiance pour les remettre en projet. Et c'est des jeunes qui sont hyper cool, déjà. Ils sont hyper à l'écoute, hyper preneurs de ce que tu racontes. Et tu te rends compte que beaucoup d'entre eux ont été un petit peu, pas détruits, mais largement rabaissés par le système éducatif et le système de valorisation des compétences, enfin, le système de points, etc. Tu vois, ils sont tombés dans un milieu, dans un système éducatif qui leur correspondait pas et qui correspondait pas toujours à leur qualité. Et du coup, ils ont perdu toute confiance en eux. Et quand tu as 16, 17 ans, c'est vrai que c'est une période charnière et t'as pas encore l'âge de prendre du recul, en fait, où tu te dis, non, en fait, si j'ai doublé 2, 3, 4 fois, c'est pas parce que je suis bête, c'est parce que ou alors je m'y prenais mal, ou alors ça ne me correspondait pas, ou alors ça correspond pas du tout à mes vecteurs de motivation. Ce que j'ai fait. Et là, mon taf, c'était de les remettre en confiance et de leur expliquer que l'échec, finalement, c'est un mindset et l'échec n'est qu'un apprentissage. Et ça, ils sont hyper à l'écoute de ça. Et la première question que je pose, c'est ici, qui a déjà doublé? Tout le monde lève la main. Il n'y a jamais une classe où il y en a 2 qui lèvent pas la main. Ils lèvent tous la main. Et moi, je lève la main aussi. Et déjà ça, ils se disent, ah tiens, cool, lui aussi il lève la main. Et à partir de ça, c'est plus facile pour moi de rentrer dans le truc et de déconstruire l'échec avec eux, dire effectivement, moi quand j'ai doublé, c'était en 4e secondaire, donc en France c'est la seconde, si je dis pas de bêtises, et j'ai doublé parce que j'étais dans une classe, en tout cas dans une option, le latin,
Tu sais, ici en Belgique, on étudie beaucoup le latin. Ouais, bah, nous aussi. Mais qui ne me correspondait pas du tout. Et à partir du moment où je suis passé dans une option autre, qui était très bizarre, mais c'est français-mathématiques, dans laquelle je suis tombé, et qui me correspondait beaucoup plus, finalement, je me suis senti heureux. Et en étant heureux, j'ai trouvé mes vecteurs de motivation et j'ai beaucoup mieux réussi. Et puis, on discute de ça, puis on discute du fait que, en fait, tout le monde connaît l'échec et on donne des exemples. Alors, les exemples les plus connus, c'est Walt Disney, J.K. Rowling, tu vois, etc., etc. Ouais. C'est des gens qui se sont fait virer, ou alors J.K. Rowling, elle a été refusée par une douzaine, je crois, de maisons d'édition avant de publier Harry Potter. C'est les exemples les plus connus. Ouais, Marilyn Monroe moi, l'exemple aussi. que je préfère, mais l'exemple que je préfère, c'est, je mets sur un PowerPoint une photo de bébé. Et je dis, lui, c'est un gros loser. Est-ce que vous savez pourquoi? Puis il donne plein de raisons, tu vois, il rigole déjà, il donne plein de raisons, mais en fait, la raison principale, c'est qu'un bébé, avant d'apprendre à marcher, il va tomber. Et le bébé, avant d'apprendre à marcher, il va tomber 3000 fois en moyenne. Mais il le fait, il apprend à marcher. Et au bout de 3000 fois, il marche bien, il marche droit, de mieux en mieux, etc. Et le bébé, il a jamais eu honte, Non. finalement, de tomber devant ses parents. Il se relève pas en disant, oh là là, j'espère que maman m'a pas vu. Non, il s'en fout. Et d'ailleurs, il y a Et aucun c'est comme moment, ça qu'il... ni chez lui, enfin lui, il y pense pas plus que ça. Je pense que c'est purement instinctif, mais ni chez les parents d'ailleurs. Il y a aucun moment où on se dit, oh, mais il va un jour peut-être qu'il va pas marcher. Non, c'est normal, il tombe, il va marcher. On le sait qu'il arrive au bout du processus à 90%. Exactement. Il y a aucun parent qui se dit, mon fils va marcher à quatre pattes toute sa vie. Il lui fait pas confiance. C'est un gros nul. Non, ouais, effectivement, on lui fait confiance et ça fonctionne. Et parce que je pense que, c'est clair, c'est que quand on est tout petit, quand on est bébé, quand on est enfant, une des choses déjà, c'est qu'on n'a pas peur du regard des autres. On n'a pas peur de se planter et on se rend pas compte que l'apprentissage qu'on est en train de vivre, finalement, pourrait être perçu comme un échec, mais ce n'est pas un, finalement. Bah oui. Et c'est quand on grandit, finalement, que on apprend de moins en moins de choses, ou en tout cas de façon de moins en moins efficace, par peur de cet échec. Par peur de cette dévalorisation vis-à-vis du regard des autres, mais aussi de son propre regard sur soi. C'est comme quand on apprend une langue, finalement. Et moi, j'ai une anecdote, je sais pas si tu as le temps. Oui, bien sûr. Ah bah, si, on a le temps. Mais comment on fait pour apprendre une langue? La méthode la plus efficace, c'est d'aller dans le pays, c'est d'être plongé dedans, en fait. Et puis, la méthode la plus efficace, et la seule méthode, c'est d'oser la parler. Moi, quand j'étais en échange universitaire en Espagne, j'avais un groupe de potes français, tous très sympas, mais aucun, au bout d'un an, ne parlait espagnol, quoi. Qui est pourtant une langue assez facile. Je suis totalement l'exemple de ça. On est allé en Erasmus avec Carmen, on a fait 6 mois là-bas. Elle, évidemment, pour l'Espagne, donc pour l'espagnol, pour la langue. Moi, je ne pèque pas un mot d'espagnol du tout. Alors, à aujourd'hui, bon, bien sûr, je continuais de bosser en même temps, je faisais la radio à distance, tout ça, donc j'ai pas eu vraiment un temps où je pouvais aller me confronter aux gens plus que ça. C'était assez pris, mais c'est pas en guise d'excuse, c'est en guise d'explication, mais je sais que j'ai pas non plus poussé le truc, donc je suis coupable aussi, mais alors j'arrive à comprendre un peu ce qui se passe. La compréhension, ça va fonctionner, mais alors le parler, non, effectivement, je ne sais pas le parler. Mais tu n'es que déception. Merde. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Un jour j'y arriverai, c'est comme l'enfant qui marche à 4 pattes. C'est dommage. C'est parce que t'allais pas te confondre, parce que t'allais pas parler en espagnol aux gens, exactement. Tu leur parlais en anglais. Même pas. Est-ce que tu leur parlais en anglais? Alors si, il y a 4 phrases où je me débrouillais, c'était la cuenta por favor et quería machin, je savais commander un yaourt glacé, et voilà, point, ça s'est arrêté là. Pour 2 raisons, c'est que j'avais pas besoin de faire le reste. Il y avait Carmen qui parlait la langue. Ah oui. Et c'est plus facile. Bah oui, voilà, donc j'avoue que j'ai pas fait l'effort. Mais donc oui, ça illustre bien. Voilà, je reconnais totalement ce que tu expliquais en tout cas. Si tu te confrontes pas, et moi les Français, je leur demandais, mais pourquoi? Et ils disaient, moi je parle pas espagnol parce que je parle pas espagnol. Mais c'est complètement con, c'est débile. Évidemment que tu vas pas apprendre à le parler si t'oses pas le parler. Moi, quand je suis arrivé dans le pays, comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde sauf les Français, quand ils arrivent dans les pays, ils se forcent et du coup ils se plantent. Mais moi j'avais la chance de vivre effectivement avec des colocataires espagnols. Tu vois, moi j'étais pas avec ma copine comme c'était le cas pour toi. Ouais, t'étais pas français aussi, voilà. C'était plus français à ce moment-là. Non, c'est vrai. Mais quand t'as pas le choix,
Bah oui, c'est ça. Quand t'as pas le choix, en plus, les Espagnols avec lesquels je vivais, ils bitaient pas un mot d'anglais, tu vois. Donc, j'avais pas le choix. Et du coup, ils se moquaient beaucoup de moi au début, tu vois. On dit pas hasta fuego, on se dit hasta luego. Enfin, mais des trucs, ils se moquaient beaucoup de moi, mais ils me corrigeaient. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et les Français, encore une fois, que j'ai connus là-bas, qui l'ont pas appris, c'est parce qu'ils avaient peur de pas le parler assez bien. Ouais. Et voilà, et c'est dommage. Et pareil, quand j'ai appris le portugais. En plus, c'est une langue tellement facile et tellement jolie. Ah ouais, je suis d'accord. Mais alors du coup, tu t'es au Brésil, pour le coup, tu maîtrises aussi le portugais alors, puisque t'étais 4 ans là-bas. Ouais. Okay. Mais une fois que tu parles espagnol, c'est plus facile quand même. Tu vois, ça a quand même des racines très très similaires. Donc, mais c'est des langues latines. Hein. Je pense que espagnol, portugais, italien et même le roumain, tu peux toutes les apprendre assez facilement une fois que tu en connais une. Donc, il y a moins de mérite, on va dire. Mais oui, l'apprentissage, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je pense que plus jeune, c'est une des raisons pour lesquelles c'est plus facile d'apprendre les langues. C'est aussi pour ça, finalement. C'est que, voilà, t'as pas honte, tu vis pas l'apprentissage comme une souffrance. Nous, en tant qu'adultes, on vit l'apprentissage souvent comme une souffrance. Et vis-à-vis de notre vision de l'échec, et c'est fort dommage. Là, je suis au Québec en ce moment. Ouais. Et au Québec, il y a, juste pour t'expliquer la différence vraiment de culture et de mindset, l'expression prendre un risque n'existe pas. Ouais. Tu vois, on dit prendre une chance. Ouais, c'est beau, hein. Bah ouais, c'est beau. Ouais, il y a des tas de choses comme ça, mais la mentalité américaine, nord-américaine au sens large est effectivement totalement contraire sur ces points-là rapport à l'Europe. Il y a un exemple qu'on cite beaucoup aussi, c'est l'exemple des banques. Ou si tu te plantes, puisque tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, quand tu te plantes chez nous, c'est une tare, mon Dieu, oh là là, le monsieur ne sait pas gérer son argent et son entreprise, alors que au contraire, là-bas, en fait, on se dit, bah s'il s'est planté, du coup c'est cool, il a appris plein de choses, il a pu se planter, donc vas-y monsieur, on te donne un prêt. Donc, exactement, c'est ça. C'est tout un regard différent. C'est ça. Si tu dis à une banque, je me suis jamais planté, elle va se dire, ou alors c'est un menteur, ou alors il a aucune expérience. Quand tu vas faire des témoignages d'entrepreneurs, par exemple, tu sais, il y a une association à Bruxelles qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Eux, ils organisent des témoignages d'entrepreneurs dans les entreprises, dans les écoles, dans les hautes écoles, les universités, etc. Et voilà, ils ont un réseau d'entrepreneurs immense et ils les font venir et ils leur font témoigner sur leur expérience. Et ben, les entrepreneurs, quand ils témoignent jamais sur leur succès. Ben oui. Ou en tout cas, un petit peu au début en introduction, en chapeau. Voilà, oui, histoire de pouvoir légitimer du coup ce qui vient derrière, quoi. Dire bon, vous voyez, je suis parti de et je suis arrivé là, quoi. Exactement. Et le plus intéressant, c'est toujours les challenges, ce qu'ils ont vécu, là où ils se sont plantés pour amener les apprentissages. Quand tu as des réussites, tu n'as aucun apprentissage. C'est pas marrant. J'écoute beaucoup aussi de bouquins de développement personnel en ce moment. Là, dans les bouquins, c'est que les histoires d'échecs des mecs, quoi, finalement. Bah ouais. Là aussi, si c'est pour nous raconter que tout va bien, alors fais pas le bouquin. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, c'est clair. On est d'accord. C'est clair. Donc l'échec n'existe pas. C'est une construction. Voilà, c'est une construction. c'est à retenir. D'ailleurs, une autre anecdote là-dessus, tu m'avais laissé juste avant le podcast. C'est Les Anonymes, une série avec le What the Fun. Ouais. Et au début ça a été non, puis ensuite oui, finalement. Donc comme quoi, c'est ça. Il faut aussi parfois persévérer un petit peu. Et ça y est encore, ça tombe bien, c'est le podcast. ouais, exactement. Bah on a eu de la chance. C'est pareil, c'était la RTBF qui avait fait un appel d'offres pour une mini-série Instagram. C'était vraiment un format Instagram très court, très carré, machin truc. Et nous, on avait cette idée-là avec Gaëtan et Émilie, donc les deux avec lesquels on avait fait justement la première partie de Blanche Gardin, on continue de travailler ensemble. Et on s'est dit, ok, on va remettre notre projet qui s'appelle Les Anonymes, qui est une mini-série, bref, pour ce truc-là. Et tout de suite, ils nous ont répondu, non merci, ça nous intéresse pas. C'est un peu rigolo, mais ça rentre pas du tout dans le canevas de ce qu'on imagine, quoi. Là, c'est vrai qu'on était assez tristes, on était déçus. Et avec Rudy aussi, du producteur du What the Fun, hein, qui avait proposé de produire notre mini-série, sa première production. Donc on était tous les quatre un peu pantois, déçus, mais pas résignés. Et 3 jours après, ça a été très vite, hein, 3 jours après, petit coup de fil en disant non, on a quand même envie de vous rencontrer. Bon, là on reprend un peu confiance, on y va. Ils nous disent voilà, pour cet appel d'offres là, ça n'ira pas, mais racontez-nous votre truc.
Parce que, voilà, il y a moyen peut-être pour le futur d'imaginer quelque chose. Donc, on leur a mieux pitché le projet, on a présenté tout ce qu'on avait en tête. Et puis, finalement, à la fin de la réunion, le jour même, ils nous ont envoyé un mail en disant « Ok, c'est bon, on va vous le produire, quoi. » Donc, et pour la première saison, on a eu un petit budget, donc c'est pas énorme, mais 80 000 €, tu vois. Ça permet de mettre en place les balbutiements d'un projet audiovisuel, c'est chouette. Bah oui, et ça montre que du coup, fallait y aller. Alors peut-être pas dans la bonne case, mais là encore, ça montre que du coup, en y allant peut-être un peu à côté au départ, c'est toujours finalement un pas qui a été fait, et tu serais pas arrivé au deuxième mail si t'avais pas fait ça, quoi. Mais c'est clair, c'est vrai qu'en en mettant en place notre candidature, on savait qu'on rentrait pas vraiment dans les attentes, dans le canevas, enfin on répondait pas toutes les exigences, que c'était un peu différent, on le savait. mais on s'est dit c'est pas grave. On y va, et comme ça, déjà, ils entendent parler de nous, et comme ça, ils entendent parler de notre projet, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'était la stratégie du pied dans la porte, on va dire. Ouais. Dire, hop, on existe, et puis, ça a marché, ils ont foncé, et aujourd'hui, on prépare la saison 2, qu'on va filmer dans un mois. Voilà, bon, bah c'est bien, c'est des bonnes choses, comme quoi. Il faut mettre le pied dans la porte. Et il faut oser, mais j'en discutais avec InnoJP, tu connais InnoJP ? Oui. Excellent humoriste bruxellois. Jacques Chirac disait non, il disait d'Alain Juppé, c'est le meilleur d'entre nous. Et tous les humoristes bruxellois disent d'InnoJP, c'est le meilleur d'entre nous. Ouais, mais c'est vrai, InnoJP. Enfin bref, et InnoJP, il me disait l'autre jour, merde, je vais pas pouvoir le dire aussi bien que lui. Mais en gros, il me disait ça. En gros, il me disait, qui tente rien n'a rien. En gros, il me disait ça. Voilà. C'était intéressant comme ajout, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, des fois, c'est ça. On dirait une petite phrase Facebook sur un coucher de soleil, mais parfois, il y a du vrai sur ces phrases Facebook sur un coucher de soleil. C'est vrai. Oui, tu sais, la fameuse image, on voit un iceberg. Et on dit, voilà, on ne voit pas la base de l'iceberg, mais elle est bien là. Exactement. Et des fois, il faut rappeler ça. Mais c'est vrai. Et ouais, écoute, c'est comme ça. Qui tente rien à rien. Et puis souvent, on a tendance, aussi bien les entrepreneurs avec lesquels je travaille, mais que les stand-uppers, moi, InnoJP, je sais qu'il est fort comme ça, on a tendance d'attendre la perfection avant de la présenter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On a envie, voilà, j'ai envie de le ciseler bien, que ce soit nickel à la virgule près, avant de pouvoir me lancer, le présenter. Comme ça, on n'arrivera nulle part, en fait. Moi, je me rends compte, c'est un énorme frein chez moi. C'est en termes humoristiques parfois un perfectionnisme totalement inefficace, parce qu'en plus, tant que tu t'en testes pas tes blagues, tu sais pas si vraiment elles sont bien. C'est-à-dire que le processus même est d'aller confronter la blague à un public, donc si tu ne le fais pas... Exactement. Mais si t'attends vraiment que le sketch soit nickel avant de le confronter, t'arriveras nulle part. Moi, ce qui m'a forcé vraiment à confronter mes trucs à des gens, à un public, c'est la radio. Puisque la radio, t'as des deadlines. Tu peux pas dire, ah non, je veux pas la faire aujourd'hui, finalement, ma chronique, je la ferai demain, tu peux pas. Mais du coup, pour la radio, je finissais d'écrire mes chroniques à 4 heures du mat. Parce que je voulais changer à chaque fois les petits virgules, les trucs, les machins. Et du coup, j'arrivais toujours au studio, à la RTBF, complètement explosé de fatigue. Mais oui. Et je le vendais moins bien que ce que j'aurais dû, puisque je dormais 2 heures, tu vois. Oui, mais pas plus tard que ce matin, je faisais, c'était le mardi, on enregistre un mardi pour les gens. Le mardi, je fais une chronique, censée être humoristique, là aussi, syndrome de l'imposteur, tout ce qu'on veut, machin. Donc, bref, je la fais à 8h35, il est 8h33, je suis en train de faire une story sur Instagram pour dire, ça y est, je viens de finir ma chronique, c'est bien, on est à 2 minutes de l'antenne. Donc oui, c'est totalement ça. Mais le côté deadline, fait que t'es un peu. Alors oui, tu le vends moins bien, mais c'est pas grave parce que t'as fait quelque chose et du coup t'avances après. Tu dis bon, ok. Du coup, je vois que ça c'était pas mal, ça non, et voilà. Et tu construis pour le. Et tu fais ça où tes chroniques? Enfin, je sais pas si c'est le sujet de ton podcast. Sur Canal FM. Une radio du nord de la France, petite radio locale pour ceux qui veulent éventuellement se brancher, mais enfin ça va pas parler à grand monde, je pense. dans le sens où le podcast, d'après les statistiques, le podcast voyage à l'international, alors ça va peut-être pas parler beaucoup en effet. Mais ouais, radio du nord de la France en tout cas. Cool. Alors tu sais ce que c'est. Ouais. Exactement. Ouais. Effectivement, de finir à la dernière seconde et des fois pour des détails, des trucs complètement qui n'apporte absolument rien et finalement qui n'apporte que de la fatigue sur le moment. Il faut une qui a ça, qui a le panache
c'est Fanny Rué. Ouais. Fanny Rué, elle est arrivée. Ok, ce que je fais, c'est pas parfait, mais je le fais et je le fais à fond. Et elle a tout détruit, quoi. Puisqu'elle y va à fond. Elle produit. Du coup, ça lui a permis de très, très vite apprendre. Beaucoup plus vite que les gens comme moi qui ont peur, finalement. Qui sont terrorisés par l'échec. Elle en a rien à foutre de l'échec, tu vois. Elle y va, elle apprend, elle emmagasine. Elle produit, elle se montre et elle a explosé hyper vite. C'est vrai. En plus, parce qu'elle est très marrante. Mais quand tu la connais dans la vie, moi, ce qui m'impressionne chez elle, c'est le panache. C'est ce côté, j'y vais, quoi, j'ai pas peur. Mais après, il faut encore avoir la capacité à prendre les leçons de parce que il y en a, ils vont se planter tout le temps à la même marche, tu vois, de l'escalier. Parce que ils vont pas se dire, ah bah ok, il faut peut-être parce que je lève ma jambe plus haut, machin. Je trouve que c'est une autre encore capacité de réussir à transformer l'essai. Ouais, c'est vrai. Mais le stand-up t'apprend ça, hein, parce que le stand-up, t'as pas le choix. Ça fait tellement mal quand tu te plantes que si tu te plantes à chaque fois à la même marche, t'es juste maso, quoi, tu vois. Parce que le stand-up, c'est quelque chose qui te montre, qui souligne tes fautes et ton erreur. Genre, là, c'était pas bien, tu vois, ça te le souligne, stiff, très gros. Ils ont pas rigolé du tout, là. Tu vois, du coup, t'es un peu obligé de changer parce que sinon Enfin, je connais pas beaucoup de stand-uppers qui continuent avec des sketchs qui marchent pas. Oui, c'est vrai. Il y en a, ouais. mais sinon, c'est un métier où les gens se remettent facilement en question et c'est d'ailleurs la grosse qualité des stand-uppers, je pense. Contrairement à la chronique radio où certains continuent à faire de mauvaises chroniques. on ne mais la chronique radio, c'est que t'as pas le retour du public, en fait, aux chroniques radio. C'est ça, t'as le retour au mieux l'équipe des présentateurs. autour de toi, voilà, c'est tout. C'est ça, t'as l'équipe, et s'ils sont acquis à ta cause, ou s'ils sont là pour faire semblant de rigoler, parce qu'il faut faire semblant de rigoler, sinon ça va être bizarre à l'écoute. Voilà. Mais non, en radio, t'as pas le retour, donc tu peux pas trop te rendre compte. Mais t'as eu une fête Moi, aussi. Moi, j'avais souvent ça. Ah, pardon, je te coupe, vas-y. Et un décalage, hein, pour les gens, c'est pas que je suis mal poli, ni Florent, c'est qu'on se coupe assez régulièrement parce qu'avec le décalage, justement, du Canada, on se chevauche un peu en tout bien tout honneur. T'es complètement mal poli, ouais. Avec le Canada. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, si, en radio, moi, j'étais toujours en demande à la radio d'avoir des retours de la part de la chaîne ou quoi. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Mais qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Ouais. Parce que souvent, je rentrais chez moi, j'ai l'impression que c'était pas mal, mais pas sûr, quoi. Tu vois, t'es pas sûr. Alors que quand t'es sur scène, t'as le retour directement. C'est juste ça que je voulais dire. D'accord. C'était un petit complément d'information totalement inutile. Non, un complément d'information pertinent, ma foi. Je dois le dire. Merci Florent, en tous les cas, d'être passé. On arrive au bout de l'heure. Je vais te laisser filer, profiter de ta quarantaine. Merci. Canadienne. Et puis merci en tout cas d'être passé. Et puis j'ai envie de dire plante-toi vite sur d'autres trucs qu'on vienne rediscuter ensemble parce que je suis sûr qu'il y a d'autres choses à se raconter. Merci beaucoup. Ah ouais, avec plaisir. Je t'en prie, c'était vraiment un plaisir. Salut.